ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Info 243 au cœur de l'actualité. Au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici, de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous ne connaissons pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Pour savoir comment ils vont aller ensemble pour établir la paix. Il faut encourager ça. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, quant à l'obligation de notification au comité de sanctions de l'acquisition et de la fourniture de certains types d'armes et munitions à la RDC, le gouvernement congolais, à la suite du message de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement réitère sa demande adressée au Conseil de sécurité par les biens du président du comité de sanctions de lever cette obligation injustifiée
humiliante pour la RDC et perçue, malheureusement, par le peuple congolais et ses dirigeants comme une stratégie d'affaiblir leur pays et de l'exposer à la merci de ses ennemis. Et nous avons cette perception pour les raisons ci-après. Premièrement, le régime de sanctions, vous dites bien le régime de sanctions, a été établi en 2004. Et à l'époque où la RDC était encore divisée en 3 entités dirigées par 3 gouvernements, dont 2 de gouvernements rebelles. Ce régime n'est plus justifié. Depuis les élections de 2006, les pays ayant été unifiés et ayant repris la vie républicaine d'un État normal, dirigé par un seul gouvernement national, élu par l'ensemble du peuple congolais et reconnu par la communauté internationale. On ne peut plus comprendre que le Conseil continue quelque part à traiter le gouvernement congolais comme celui d'un groupe rebelle et terroriste. Contrairement à ce que vous pensez, cette restriction a entamé l'honorabilité et la crédibilité de mon pays sur le plan international. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a pas longtemps, moi je suis ministre des Affaires étrangères, je reçois des réclamations, des interventions. Il y a des transporteurs, il y a des banquiers qui ne veulent pas traiter avec nous parce que nous avons la saleté que les Nations Unies ont jetée sur notre pays. Deuxième raison, la RDC est un pays post-conflit qui doit organiser son armée, sa police et ses services de sécurité. Ce qui se passe au Kivu ne finira que quand nous aurons terminé la réorganisation de notre armée. La RDC fait face, vous le savez, en plus, aux forces négatives, au terrorisme islamiste. Elle ne peut pas réussir cette réorganisation ni éradiquer le terrorisme sans avoir la liberté et la facilité de doter ses forces de défense et de sécurité des équipements performants pour accomplir ses missions régaliennes. Aucun État à sa place ne ferait le contraire. Troisième raison, le renouvellement du leadership militaire de la RDC est en cours. Ceux qui suivent savent que le président Tshisekedi a amorcé depuis un temps les changements de leadership militaire dans notre pays. Il n'est pas fondé, il n'est pas juste d'imputer au nouveau chef de la FARDC les défauts et les fautes prêtées à leurs prédécesseurs accusés de collaborer avec les groupes armés. Quatrième raison, la réalité des rapports d'enquête de groupes d'experts de l'ONU et d'autres sources nationales et internationales indépendantes ont établi que les groupes armés en RDC sont approvisionnés en nombre de troupes et en armes, même sophistiquées, que même la MONUSCO n'a pas, qu'elle n'a pas, que ces groupes n'ont pas, par des pays voisins. Soumettre la RDC à l'obligation de notification, c'est-à-dire à la fois, ce serait à la fois l'affaiblir en faveur de ses ennemis, non assujettis, eux, à une telle contrainte et peuvent acheter des armes et donner aux rebelles pour nous combattre. Mais nous, on ne peut pas s'équiper. Cela expose aussi notre pays à un autre danger. Tous les États tiennent au secret défense. Le secret défense pour la RDC n'existe pas, il est sur la place publique, c'est parce que même pour une machette, il faut déclarer. Cinquième raison, la RDC est en guerre, dressée, même à travers les fournisseurs, des entraves à la montée en puissance de son armée, notamment avec matériel de guerre performant, c'est l'affaiblir et la livrer en pâture à ses ennemis. Sixièmement, la RDC n'est ni fabricant, ni importateur des armes nucléaires, chimiques ou de destruction massive pour qu'on puisse justifier sa mise sous haute surveillance des Nations Unies. Septième raison, et c'est important, des mécanismes ont été créés au niveau régional dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda et sont déjà opérationnels
mécanisme ad hoc de vérification, ça existe, avec les Angolais. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est existe pour neutraliser tous les groupes armés en RDC. Si le Conseil de sécurité estime que le système actuel de notification n'empêche pas la RDC de s'équiper, de se réorganiser, pourquoi alors le maintenir? À quoi sert-il? On parle de sanctions. Pourquoi sommes-nous sanctionnés? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, si dans la résolution qu'il adoptera à l'issue de ces délibérations, il peut plaire au Conseil de sécurité d'arriver à opérer un reconditionnement de la MONUSCO et à lever l'obligation inutile et injustifiée de notification des achats de matériel de guerre qui frappent injustement la RDC, nous aurons toutes les raisons de croire à une volonté réelle de l'ONU de mettre fin définitivement à la crise sécuritaire en RDC et de contribuer à la paix, la stabilité dans la région des Grands Lacs. Personne ne pourra alors avoir rien à reprocher aux Nations Unies. Il est nécessaire d'adopter une résolution d'apaisement plutôt que de surenchère. Je vais terminer. C'est le moment aussi de renouveler l'appel du Conseil de sécurité aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux d'honorer leurs engagements à financer le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation afin de réaliser ce programme nécessaire à la réinsertion sociale des anciens combattants de groupes armés. Ce qui s'est passé à Nairobi, on en a parlé, je n'y reviens plus. Et je termine. Je voudrais, au nom du chef de l'État et du